Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Chaque jour de la semaine de 14h à 15h, nous avons tous ensemble rendez-vous au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Et aujourd'hui, Franck, vous nous entraînez dans la saga des Rothschild. En effet, grande famille mondialement mythique à laquelle Tristan Gaston Breton vient de consacrer un passionnant ouvrage. Il va nous aider à y voir un peu plus clair dans l'arbre généalogique des Rothschild, après que je vous aurai raconté l'histoire du fondateur de cette dynastie financière. Et nous irons ensuite nous promener en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, alors cette fois sur les pas des Rothschild en Bordelais. Quelque chose me dit que nous allons entendre parler de Laffitte et de Mouton. Oui. Après quoi, Lorena nous livrera ses adresses incontournables. Alors est-ce que ce programme vous convient, Eh bien, Anissa? Comme d'habitude, je signe les yeux fermés. Gardez-les fermés justement les yeux parce que nous allons rêver maintenant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Le succès, le luxe, la splendeur, l'opulence, voilà ce qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque ce nom illustre, Rothschild, un nom qui est devenu une marque synonyme de richesse. C'est Stendhal le premier qui a employé l'expression riche comme Rothschild, ce qui rendait d'un seul coup désuet la vieille formule riche comme Crésus. Un nom également sur lesquels sont venus se greffer au fil des siècles toutes sortes de fantasmes, disons-le, parfois des fantasmes antisémites évidemment. En 2 siècles, génération après génération, la dynastie des Rothschild, les dynasties devrait-on dire si l'on voulait être un peu juste, ces Rothschild sont devenus des figures incontournables. Alors quand, où, comment a commencé leur extraordinaire saga familiale qui a été en quelque sorte le fondateur de tout cela? C'est la question que je me suis posée. Il paraît que les gens qui possèdent énormément ne racontent jamais comment ils ont gagné le premier sou, parce qu'il faut dire aussi que de temps en temps, ça n'est pas de façon très honnête. Bon, et bien là, nous allons tenter de savoir qui a gagné le premier sou des Rothschild, si je puis dire. Il faut remonter pour ça. Il y a plus de 270 ans, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, dans les années 1740, en Allemagne, à Francfort plus précisément. Francfort, la ville fondée, comme son nom l'indique, par Charlemagne sur les bords du Main, et qui s'est rapidement imposé comme un centre commercial important du Saint-Empire romain germanique. Or, c'est aussi à Francfort que, à l'époque, les Juifs sont le plus maltraités. Lorsqu'on entre dans la ville, on ne peut pas manquer sur le pont qui mène à la porte principale cette espèce de fresque qui représente, non mais tenez-vous bien, une énorme truie tétée par des Juifs. C'est la Judensau, la truie des Juifs. Ça vous donne tout de suite, ça vous met dans l'ambiance si vous voulez. Puis un petit peu plus loin, séparé du reste de la ville par des murs massifs, des murs qui font plus de 3 mètres de haut, le ghetto en tant que tel, quartier insalubre, sordide, vraiment crasseux, qui se résume à une rue étroite, partiellement pavée, rue très sombre, la Judengasse, la rue des Juifs. Il y règne une odeur fétide qui vous soulève le cœur. Plus de 2000 personnes vivent là, entassées dans des conditions de vie invraisemblables. Et ces personnes ont interdiction de sortir la nuit, et ou de sortir pendant les fêtes ou les dimanches. Tout en haut de la Judengasse, là où la ruelle est le plus étroite, le plus poisseuse aussi, se dresse une vieille maison délabrée, et par une fenêtre poussiéreuse, où, dit-on, les araignées avaient depuis longtemps tissé leur toile, on peut voir, éclairé par la faible lueur d'une bougie, des gens modestes, une famille pieuse qui dîne de maigres virtuailles. Ce sont les Rothschild, c'est ainsi qu'on les nomme dans le ghetto. Isaac, un ancêtre de la famille, a choisi ce patronyme car lui-même habitait une maison décorée avec un écusson rouge, un Rothschild, c'est-à-dire un écu rouge, tout simplement. Rothschild, ça vient de là. Le nom est resté, bien que la famille ait depuis longtemps déménagé. Parmi les 5 enfants de cette famille, il y a un petit garçon qui a l'esprit nettement plus vif. Il a l'œil qui s'allume. Vous savez, il s'appelle Meyer Amschelt. À ce moment-là, on peut dire que l'enfant du ghetto est à des années-lumière, si j'ose cet anachronisme, d'imaginer qu'il s'apprête à fonder une des familles les plus prospères que l'histoire ait jamais connues. Lui qui, parce qu'il est juif, a hérité d'un véritable statut de paria. Il est un exclu.
Cet enfant a vécu une enfance difficile, il faut bien le dire, austère. Lorsqu'il n'étudie pas la Torah, le Talmud, le jeune Meyer Amscheld aide son père qui a développé une activité de change et de commerce de tissus. Au printemps et à l'automne se tient à Francfort une grande foire commerciale et il faut souligner qu'à cette foire, les Juifs sont autorisés à exposer et à vendre. Des milliers de commerçants, d'acheteurs venus de l'Europe entière se pressent donc dans la ville pour échanger des fourrures, des tissus, que sais-je moi, des bijoux, du tabac, des épices, des dentelles, des armes aussi, tout ça dans une atmosphère de fête, de foire. Le père de Meyer Amscheld a besoin de petites mains pour l'aider à trier les vêtements, les tissus, pour compter, classer les pièces. Eh bien, il y a ce jeune garçon qui est là, fasciné par la beauté de ces pièces qui passent entre ses mains, des pièces venues de toute l'Europe, et qu'il s'amuse à classer en fonction de leur origine, de leur valeur faciale, de leur poids, etc. 1756, le destin du jeune Meyer Amscheld est soudain bouleversé. À peine 11 ans, il perd coup sur coup son père et sa mère qui ont été emportés par des fièvres. Il est orphelin donc au moment où éclate la guerre de 7 ans, 1756, c'est le début du grand renversement des alliances en Europe. Et désormais, il va devoir trouver seul les moyens d'assurer sa subsistance. Et grâce à un certain nombre de relations de la famille, il parvient à être placé en apprentissage dans une grande compagnie bancaire de Hanovre, chez Wolf Jacob Oppenheim. Le jeune garçon découvre à ce moment-là un monde alors dont on peut dire qu'il lui était pour le moins inconnu. À Hanovre, et il faut signaler qu'alors à Hanovre, c'est pas à Francfort, là les Juifs peuvent librement circuler dans les rues, même la nuit. Le banquier Wolf Oppenheim ne vit pas dans un ghetto, mais dans un hôtel particulier absolument somptueux. C'est un grand financier qui bénéficie d'un statut assez proche de la noblesse, un peu l'équivalent de ce qu'on a connu chez nous avec un Samuel Bernard, par exemple, si vous voulez. Alors à quoi correspond ce statut? Pour le comprendre, il faut préciser que l'Allemagne dont nous parlons n'est pas du tout un pays unifié, bien sûr. C'est un territoire totalement morcelé en toutes sortes de principautés. Chaque prince a ses lois, bien entendu, et ils ont l'habitude, ces princes allemands, de se tourner vers des Juifs pour gérer leurs finances. Ce sont donc des gens qui leur servent d'intermédiaires bancaires. On les appelle les facteurs de cour. On dit plus communément les Juifs de cour. Voilà ce que nous dit Tristan Gaston Breton sur les Juifs de cour, je le cite. Tous les princes ou presque ont leurs Juifs de cour. C'est une spécificité allemande, il n'y en a pas en France et en Angleterre, pays centralisés de longue date. Leur rôle, gérer les finances des princes, leur fournir à la demande troupes, armes, bijoux, tissus précieux et autres produits, répondre à leurs caprices et à ceux de leur maîtresse. Ainsi, Wolf Jacob Oppenheim, chez qui est donc placé Meyer Amscheld Rothschild, il est en apprentissage, je vous l'ai dit. Ce Oppenheim est un juif de cour des plus réputés. À ses côtés, le petit Meyer va apprendre les filons du commerce international, le prêt au prince. Il devient un expert en reconnaissance de pièces anciennes. Et pendant les 7 années qu'il va passer en apprentissage à Hanovre, il va également faire un certain nombre de rencontres, nouer un certain nombre d'amitiés qui vont bientôt se révéler très importantes, très utiles. Lorsqu'à 20 ans, donc en 20 ans, nous sommes en 1763, Meyer Amscheld Rothschild revient chez lui, si je puis dire, à Francfort. Cette fois, il est devenu un jeune homme très... de Mozart, appelé aussi la Petite Symphonie en sol mineur. Alors cet après-midi, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, Franck Ferrand vous raconte le destin incroyable de celui qui a créé la dynastie Rothschild, le tout premier des Rothschild. Il est né dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, on l'a vu, une Allemagne très antisémite. Et vous nous parliez, il y a un instant, des Juifs de cour. Est-ce que ces Juifs de cour ont un statut particulier? Est-ce qu'ils sont épargnés par l'antisémitisme? Pas complètement, forcément. Ils ont un statut un peu à part, mais ils ne sont pas épargnés. Et je dirais même que le métier est un métier à risque. C'est ce que nous rappelle Tristan Gaston Breton. Il rappelle notamment cette histoire que tout le monde à l'époque connaissait en Allemagne, l'histoire du fameux juif Joseph Süss, qui, devenu un grand banquier, conseiller du duc de Wurtemberg, a fini pendu sur une place publique. Et on se demande quel était son tort, bien simplement d'avoir vécu aisément et peut-être de manière trop ostentatoire, et puis peut-être d'avoir été un créancier. Vous savez que dans l'histoire, on pourrait faire une longue litanie de tous ces créanciers qui ont mal fini, qu'ils soient juifs ou pas d'ailleurs. Vous savez que le juif Süss avait été accusé d'avoir pillé, même ensorcelé le duc, et on reprendra ce sujet, ce thème, à une époque beaucoup plus récente, bien entendu.
Malgré les risques du métier, Meyer Amschel Rothschild va tout faire pour obtenir ce fameux statut de juif de cour. Il est de retour, je vous l'ai dit, à Francfort. Il a 20 ans maintenant. Il est aidé de son frère Kalman. Il développe une activité de change avant de se mettre à vendre des pièces, des médailles anciennes, bientôt des bijoux, des meubles précieux, des gravures. Et là, au cœur du ghetto de Francfort, grandit une espèce d'activité nouvelle. Les objets de valeur vont et viennent dans la Judengasse. La petite maison familiale est envahie de biens. Et comme son père le faisait autrefois, le jeune Rothschild va participer à la grande foire de Francfort. Et c'est là qu'il va se construire une véritable réputation grâce à la grande qualité des marchandises qu'il propose, à son savoir-faire. Vous savez, il existe un mot en yiddish pour décrire un savoir-faire mêlé de culot, de charme, avec un petit zeste de roublardise. On appelle ça, on dit rouspar. C'est en quelque sorte le savoir-faire. C'est les gens qui ont la niaque, si vous voulez. Eh bien, Rothschild possède cette qualité-là. Un jour de foire, au milieu des rues encombrées de Francfort, le jeune Meyer reconnaît un homme dont il avait fait la connaissance à Hanovre, c'est Karl Frédéric Boudérousse, c'est l'homme de confiance du prince héritier de l'État de Hesse-Kassel, s'il vous plaît, le grand Guillaume. Boudérousse a entendu parler de la réputation du juif Meyer, comme on l'appelle sur place. Il connaît son expertise, il va lui demander conseil pour gérer un certain nombre de placements. Il est très vite satisfait des conseils que lui a donné Meyer Rothschild et il va conseiller au prince héritier Guillaume de se rendre chez Rothschild en lui assurant qu'il y trouvera un certain nombre d'objets extraordinaires pour enrichir sa collection, parce que ce prince-là est un collectionneur, comme beaucoup de ses homologues. Pour Rothschild, c'est l'aubaine de sa vie. Le Kronprinz en personne vient lui acheter ses plus belles pièces et médailles. Le tout pour 38 florins, on est là en 1765. Pendant les 4 années qui suivent, Rothschild s'acharne à trouver les médailles les plus belles, les bibelots les plus rares, les meubles les plus précieux pour les vendre au Kronprinz Wilhelm. Et ce dernier se réjouit bien entendu de tout ça, d'autant plus que, évidemment, son ami, si j'ose dire, Rothschild, lui vend tout ça à un prix avantageux. C'est son juif protégé, comme il dira lui-même. Ce qu'espère secrètement Rothschild, c'est décrocher le titre tant désiré de facteur de cour. En 1769, il en fait la demande officielle au Kronprinz et Guillaume accepte. Ça ne lui coûte presque rien, seulement pour Meyer Amschel, c'est quelque chose d'inestimable. La clé qui va lui permettre d'accéder à des univers dans lesquels il n'aurait jusqu'alors jamais pu ne serait-ce qu'imaginer mettre un jour les pieds. Cette année-là, cette année de 1769, Meyer Amschel, qui maintenant donc est fournisseur officiel de la cour de Hesse, devient l'homme le plus respecté du ghetto de Francfort. Or justement, désormais, il va falloir sortir du ghetto, sortir de Francfort, pour essayer de donner un véritable élan à ses affaires. Dans l'esprit de Meyer Amschel, tout ça n'est qu'un début, bien entendu. C'est au milieu des années 1780 que les affaires prennent vraiment un tour assez important. Il est devenu facteur de cour, Meyer Amschel. Il parcourt les routes d'Allemagne pour dénicher toutes sortes de biens précieux. Il se fait comme ça de nouveaux clients, bien entendu. Il est introduit maintenant dans toutes les familles princières d'Allemagne. Il participe au grand négoce mondial en revendant toutes sortes de produits, du sucre, de la farine, du coton, tout ce qui arrive des colonies qu'il importe lui-même d'Angleterre, qu'il stocke dans ses entrepôts de la Judengasse. Il a emménagé avec sa nouvelle épouse Gutel et ses 6 enfants dans une maison légèrement plus grande, maison à l'écu vert cette fois, zum Grünenschild, une maison qui dispose même d'un puits, d'une pompe à eau. Enfin bon, ça devient quasiment le luxe, mais de toute façon, ça n'est pas le sujet pour Meyer Amschel qui, lui, se consacre constamment à son travail. Il faut imaginer cette atmosphère frénétique qui règne dans la maison à l'écu vert. Voilà ce que nous dit Tristan Gaston Breton. Le va-et-vient permanent de produits et de sacs d'or et d'argent stockés dans la cave et le grenier. L'agitation frénétique de Meyer Amschel et de ses fils, jamais en repos, et plus souvent sur les routes que dans la Judengasse. L'ampleur des affaires brassées par les Rothschild qui s'étendent à toutes les villes d'Allemagne, mais aussi à Vienne, Londres, Amsterdam. L'impossibilité de tenir des comptes précis de toutes les opérations, tant celles-ci s'enchaînent à
une vitesse prodigieuse. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Le 31 octobre 1785, le Landgraf de Hesse-Cassel est foudroyé par une crise cardiaque. Et qui devient Landgraf à sa place? Qui devient le patron, si je puis dire? Eh bien, le fameux Guillaume, bien entendu. Alors ça, c'est une aubaine, bien entendu. Il devient le prince Guillaume IX de Hesse, enfin Landgraf, devrais-je dire, un homme obèse, capricieux, débauché et méfiant, nous dit Tristan Gaston Breton, mais aussi l'un des plus acharnés à s'enrichir. Or, pour Rothschild, le moment est venu de passer à la vitesse supérieure, si vous me passez cette expression. Le but maintenant de notre ami, c'est de devenir le gérant de cette fortune à l'échelle d'un État. Comment convaincre le Landgraf? C'est à peine si Guillaume accepte de lui confier la négociation de quelques billets de change et encore pour des sommes ridicules. Pourquoi accepterait-il de confier sa nouvelle fortune à cet homme? Comment est-ce qu'on pourrait bien l'en persuader? Vous commencez à comprendre à qui nous avons affaire et vous savez que, évidemment, Monsieur Meyer Amschel Rothschild a plus d'un tour dans son sac. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la dynastie des Rothschild. Alors avant de découvrir ce qui va se passer, rappel des faits, Meyer Amschel Rothschild n'est jamais à court d'idées puisque maintenant son but c'est de devenir celui qui va gérer l'immense fortune de Guillaume IX. Alors est-ce qu'il va y arriver? C'est pas si facile que ça. Vous savez qu'il est toujours en rapport avec Bouderousse, qui est l'homme de confiance de Guillaume. Et c'est vrai qu'on le voit progressivement devenir de plus en plus omniprésent quand même. Il est devenu très important dans l'entourage du Landgraf. Mais il n'a pas les rênes des affaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que vient l'idée de génie, si l'on peut dire. On est à la fin des années 1790, très important. Notez bien que la Révolution française est passée par là, avec tous les désordres qu'elle a semés en Europe. Guillaume est richissime et il est de plus en plus sollicité pour toutes sortes d'emprunts. Parce que lui a les moyens donc autour de lui, notamment un certain nombre d'autres princes, aimeraient lui emprunter de l'argent, sauf que ça ne se fait pas. Le prêt à usure, vous savez, n'est pas du tout bien considéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Guillaume, par ailleurs, est très méfiant, il est même carrément avare, il n'est pas du tout enclin à accorder des prêts, et il a peur pour sa réputation. Il se dit, si je deviens moi l'usurier de l'Europe, vous imaginez l'image que ça va me donner. Et c'est là que Rothschild va lui offrir la solution. Il propose au Landgraf un système très ingénieux qui va lui permettre de faire prospérer sa fortune sans passer pour quelqu'un de cupide ou de mesquin. Alors, comment il va faire? Eh bien, c'est Rothschild qui sera censé faire les prêts en son nom, avec l'argent de Guillaume, bien entendu. Mais au moins, ça permettra d'exiger des taux importants, puisqu'on a l'habitude à ce que les Juifs pratiquent le prêt à usure. On demandera des taux sans évidemment écorner la réputation du Landgraf lui-même. Inutile de vous dire qu'en échange, Rothschild va s'octroyer des commissions, et de belles commissions, c'est tout à fait normal. La fortune du financier de Francfort sera bientôt telle qu'il pourra se mettre à octroyer à son compte des prêts à un certain nombre d'États. Et ça, c'est d'autant plus facile que les prêts qu'il a effectués jusqu'ici avec la fortune du Landgraf de Hesse ont été octroyés en son nom. Donc il n'y a finalement qu'à changer l'origine de l'argent et voilà. Un événement historique va donner un dernier élan à cette ascension qui devient assez vertigineuse. En 1806, les troupes de Napoléon, vous savez, envahissent la Hesse. Je dis, vous savez, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'on me dit, mais non, nous ne savons pas. Alors je vous dis qu'en 1806, les troupes de Napoléon envahissent la Hesse. Guillaume est contraint à l'exil. Il confie à Bouderousse une grande partie de sa fortune ainsi que tous ses biens les plus précieux. Mais qui dit Bouderousse dit juste derrière lui, bien sûr, le fameux Rothschild, qui va cacher d'ailleurs une partie des trésors de Guillaume dans ses caves de la Judengasse où personne n'ira les chercher. Et pendant toute l'occupation française, il parviendra même à envoyer de l'argent et des biens au prince en exil grâce à une chaise de poste dans laquelle il a dissimulé un compartiment secret. Vous voyez qu'il ne manque pas de... Il était très malin. Ah oui, ça, il était très doué. Alors, c'est devenu un vieil homme, ce Meyer Amschel. Il est devenu richissime maintenant, mais il est toujours dans sa maison à l'écuvert de la Judengasse. Il vit toujours avec le simple nécessaire, sans aucune ostentation. Ah ça, il n'y a pas de côté nouveau riche. On peut d'ailleurs très souvent le voir distribuer l'aumône aux plus pauvres dans cette rue aux Juifs qui est restée aussi austère que lorsque lui-même était enfant. À la différence près que depuis 1806,
le statut des Juifs a été aboli, on dit que c'est Rothschild lui-même qui aurait négocié cette évolution juridique avec le grand-duc de Francfort-Dalberg contre rémunération. En 1810, Rothschild a 67 ans lorsqu'il est de retour d'une promenade quotidienne ce jour-là. Il se sent d'un seul coup très mal, il va rendre son dernier souffle. Auparavant, il a pris soin de rédiger son testament. Il lègue bien sûr sa fortune à ses fils, et ce sont eux maintenant qui, d'une grande fortune, vont faire une très grande fortune. Bonjour Tristan Gaston Breton, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai énormément de questions à vous poser. Si vous voulez, on va essayer d'y voir plus clair dans toutes les branches de cette famille de Rothschild qui a essaimé maintenant à travers l'Europe et le monde, on peut le dire. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux Rothschild français, bien entendu. Un mot peut-être quand même de ce Meyer Amschelt. Il était aussi doué que je l'ai décrit là ? Il était doué, il était travailleur, il a subi une série d'avanies tout à fait invraisemblables, il a tout avalé, toutes les couleuvres possibles et imaginables, mais il a eu l'intelligence, vous l'avez rappelé, de s'appuyer sur des hommes clés des cours d'Allemagne, notamment sur ce fameux Buderus, qui était un personnage finalement assez inquiétant, comme il y en avait beaucoup dans ses cours. Un peu un coquin, faut quand même dire ce qu'il est. Quelqu'un qui en fait s'appuyait... introduisait Rothschild chez son patron, donc chez Guillaume, mais en échange lui-même ayant ce qu'on appelait des douceurs, c'est-à-dire des facilités de caisse et même des placements tout à fait théoriques que Rothschild prenait à son compte pour lui faire gagner à tous les coups. Voilà, c'est vraiment un système de réseau. Alors évidemment, la grande affaire, elle intervient après la mort de Meyer Amschelt, puisqu'elle intervient en 1815, au moment de la bataille de Waterloo. Moi, j'ai toujours entendu dire, plus ou moins directement, que la fortune des Rothschild était née à Waterloo. Nous venons de voir que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, elle a pris un tour particulier au lendemain de Waterloo. Il faut que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. On est entre le mythe et la réalité. C'est-à-dire que si vous vous fiez à ce que raconte effectivement toute une série de légendes, dont d'ailleurs celle qui avait été diffusée par les nazis, par Himmler, dans les années 40. Il y avait une part d'antisémitisme. Il y avait une part d'antisémitisme. Himmler prétendait que Nathan, puisque c'est de lui dont il s'agit, on va en reparler, avait payé un général français pour perdre Waterloo et faire un formidable coup de bourse. Ce qui est vrai, c'est qu'alors on a dit aussi que Nathan, donc le fils aîné de Meyer Amschelt, était sur le champ de bataille de Waterloo, ce qui n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, puisqu'il y a une réalité, c'est que le jour de Waterloo, Nathan est ruiné. C'est-à-dire le jour même, il est ruiné parce qu'il avait misé sur l'or, valeur refuge classique en temps de guerre, et manque de bol, la guerre s'arrête. Sauf que il avait été intelligent pour dire la bataille de Waterloo, c'est vraiment la fin de la guerre, ce que personne ne croyait à cette époque. Et là, il a fait effectivement un coup financier extraordinaire qui lui aurait fait gagner l'équivalent de 600 millions de nos euros. Donc c'est vraiment un saut dans l'énormité financière. Tout à fait exceptionnel. Et c'est l'entrée de la famille de Rothschild dans la petite cour des très 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 riches. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la saga des Rothschild du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Nous allons donc tout savoir sur cette dynastie. Grâce à votre invité, Franck, vous recevez Tristan Gaston Breton. Il est historien. Vous le retrouvez très régulièrement dans le journal Les Échos. Et il est aussi et surtout l'auteur de la saga des Rothschild parue chez Talandier. Et oui, et il nous dit justement, notre invité Tristan Gaston Breton, il nous dit qu'en 250 ans, les Rothschild ont tout connu. Les guerres, les crises économiques, les spoliations, l'exil et même quelques revers de fortune, ils sont pourtant toujours là. Ils figurent parmi l'élite de la Banque mondiale et sont plus riches qu'il y a 2 siècles. C'est une histoire de réussite assez extraordinaire à travers plusieurs familles. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a, je crois, donné l'envie d'écrire ce livre, parce que il y a, on le sait, enfin en tout cas ceux qui s'intéressent un peu au monde financier le savent, depuis quelques années, il y a un peu de bisbille entre quelques branches Rothschild. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, on va peut-être pas remonter. Vous savez qu'à l'origine, il y avait une branche à Paris, une branche à Londres, une branche à Naples, une branche à Vienne et une branche à Francfort. Aujourd'hui, il reste plus que 3 groupes, pour faire vite. Donc, le groupe à la fois qui est sur Paris et Londres, un groupe qui est en Suisse, donc c'est descendant du groupe Edmond de Rothschild, donc qui est dirigé par une femme, par la belle-fille et par Benjamin. Et puis un 3e groupe qu'on oublie parfois, qu'on cite pas toujours, et qui est celui là purement centré sur le vin, qui avait été créé par Philippe, repris par sa fille Philippine, la grande dame du vin, et aujourd'hui par ses enfants. Et c'est vrai que Rothschild qui nous a quittés l'année dernière, c'était un drame. Et qui est un groupe beaucoup plus discret et dont on parle moins, mais qui est très centré sur le vin. Et ce qui se passe, c'est que les 2 maisons concurrentes, c'est-à-dire celle de Paris-Londres d'un côté et celle de Suisse de l'autre,
se disputent autour de l'héritage du nom, puisque en fait, c'est des considérations juridiques parfois un peu compliquées, mais voilà, c'est qui a le droit d'utiliser le nom Rothschild et comment et dans quelles circonstances. Et pour l'instant, donc, ils en sont à régler, on va dire, des affaires un petit peu juridiques, un peu délicates. Le cœur de métier, si j'ose dire, de cette grande famille, alors on sait que ce sont par ailleurs de très grands collectionneurs d'art, on y viendra tout à l'heure, mais c'est la banque. Ce sont des banquiers d'abord et avant tout. Ce sont des banquiers. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'en fait, ils ont fait leur fortune sur le prêt aux États. Alors d'abord à un prince, le fameux Guillaume, puis ensuite aux États. Et puis progressivement, et ça s'est fait très vite, dès les années 1820-1830, ils ont investi dans ce qui était à l'époque les secteurs d'avenir, c'est essentiellement les chemins de fer, puis l'industrie, puis les mines, etc. Mais ils se sont encore aujourd'hui, effectivement, des banquiers. C'est une dynastie de banquiers et c'est bien pour ça qu'ils sont connus, en effet. Alors si l'on devait essayer de comprendre le secret de la réussite des Rothschild à toutes ces générations, parce qu'à la limite que Meyer Amscheld, que ses enfants eux-mêmes fassent fortune, bon ça c'est arrivé des milliers de fois dans bien des familles, mais comment expliquer que cette fortune ne décroisse pas de génération en génération, au contraire, et que les talents y fleurissent littéralement? Écoutez, ça c'est une question qui fait couler mystère beaucoup d'encre. un peu. Oui, c'est probablement un mystère. Les explications qu'on peut mettre en avant, c'est d'abord une très grande discipline familiale, c'est vrai, c'est-à-dire que Meyer Amschel avait fixé une règle auquel ils ont été fidèles finalement jusqu'au début du XXe siècle, qui consistait à dire vous disputez pas entre vous, vous ne donnez pas d'une part de l'entreprise ou de vos entreprises à vos filles ainsi qu'à leurs gendres, donc on évitait une dispersion de la fortune. Et puis bon, il y a derrière, donc ça c'est des règles familiales très fortes, et puis il y a derrière une logique de réseau extrêmement forte, c'est-à-dire que dès Meyer Amschel, ils avaient créé tout un réseau avec des familles correspondantes juives la plupart du temps, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, qui leur permettait finalement de multiplier des opérations, plus évidemment un génie financier propre. Ils ont inventé la finance moderne. Nathan à Londres invente la finance moderne. Mais alors c'est un personnage, ce Nathan, pour le coup. Nathan est un type insupportable, autoritaire, cassant. Très connu de la haute société britannique à l'époque. C'est une figure, ce qu'on appelle une figure. C'est une figure en plus qui ne mâche pas ses mots, parce qu'on connaît donc la fameuse histoire où un jour il reçoit un grand-duc anglais qui vient le voir dans son antichambre et puis il le laisse patienter 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis finalement le grand-duc rentre et lui, vous m'avez fait attendre, vous ne savez pas qui je suis. Et l'autre lui dit, très bien, prenez 2 chaises. Vous voyez, sous-entendu, parce que vous êtes si important que ça, vous aurez le droit à 2 chaises. C'est extrêmement ironique, c'est quelqu'un qui manie l'ironie de manière extrêmement mordante. C'est un très gros travailleur, il ne fait que travailler, du matin jusqu'au soir, après le dîner, enfin après le souper, il se remet au travail, mais c'est un pur génie, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a inventé notamment la gestion des emprunts d'État sur la place de Londres. C'est lui c'est un de ceux, mais c'est vraiment le plus important, qui a boosté la place de Londres comme centre européen des finances. Alors la grande époque, je me trompe peut-être, mais c'est l'image que j'ai des Rothschild, c'est la belle époque, j'allais dire, c'est les années 1900, mais peut-être pas plus qu'une autre finalement. Ils sont très présents quand même à cette époque-là, ils font partie de... Alors ils sont très présents avec des variantes, c'est-à-dire que vous avez en Angleterre une espèce de flamboyance. Donc vous avez grands banquiers, ils ont été élus à la Chambre des communes, même à la Chambre des lords. Ils ont des propriétés absolument superbes, on en reparlera peut-être. Ils ont un train de vie qui fait tellement rêver qu'ils sont devenus des curiosités touristiques. C'est-à-dire que la rue où ils habitent à Londres il y a des Américains qu'on visite, oui, qu'on vient visiter. Il y a comme aujourd'hui des bus de Japonais, à l'époque il y a des bus d'Américains qui viennent visiter. Ils jouent au polo, ils ont des écuries de course extraordinaires. Donc c'est extrêmement flamboyant. Il y a un côté parfois un peu bizarre, on reparlera peut-être de oui, ce sont des originaux, on va y venir tout à l'heure. Il y a quelques originaux. On va parler des collections, de l'art, des grandes demeures Rothschild, on va parler de tout ça. Et vous avez en France, à cette époque en tout cas, un peu moins de flamboyance, c'est plus des tâcherons. C'est vrai que l'ambiance en France n'est pas la même, parce qu'il y a un antisémitisme qui est beaucoup plus marqué, donc on se tient plutôt discret, on se fait plus justement, discret. Comment les Rothschild ont-ils pu traverser la Seconde Guerre mondiale de façon assez différente, on peut dire, en fonction des branches et des personnes? Alors, je sais pas, si on rentre, la branche de Vienne, on connaît l'histoire. Le chef de la maison de Vienne a été arrêté par les Allemands alors qu'il se rendait à son match de polo au moment de l'Anschluss. De l'Anschluss, oui, c'est-à-dire de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Voilà, donc c'est une histoire assez drôle parce qu'il est assigné à résidence puis mis en prison. Là, il reçoit la visite d'un émissaire de Göring, puis de Himmler. On cherche à lui arracher en fait des participations extrêmement intéressantes dans des mines de fer et des fonderies en Tchécoslovaquie. Et finalement, il s'appelle Louis Nathaniel cède, mais en fait, il a déjà transféré les parts aux Anglais. Donc en fait, quelque part, il se moque ouvertement des nazis qui le laissent partir. En France, les choses sont un petit peu plus compliquées. La plupart étaient partis en 1940. Guy de Rothschild est parti un petit peu plus tard. Il avait rapatrié la plupart des actifs en Auvergne. Il a réussi finalement à partir en Espagne.
Donc ils ont réussi à partir. Quant à la maison anglaise, elle n'a évidemment pas été touchée par la Seconde Guerre mondiale. Alors ces Rothschild sont des philanthropes, des fondateurs de toutes sortes d'associations. Ce sont des grands collectionneurs. Ils ont bâti des châteaux étonnants. Nous venons justement à tout cet aspect-là et nous insisterons sur la partie française de toutes ces gloires dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la famille Rothschild cet après-midi sur Europe 1. Nous allons donc tout savoir sur cette grande et riche famille avec votre invité Tristan Gaston-Breton, historien qui vient de signer la saga des Rothschild parue chez Talandier. Alors c'est bien de poser des questions hors antenne, Anissa, mais c'est bien de les reposer au micro ensuite si vous voulez. Alors la question principale que je me posais, c'est les femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes. Celui qui est à l'origine de cette saga est un homme. Est-ce qu'il y a eu des femmes à la tête de cette famille Rothschild ? Il y en a une. C'est la première, c'est Ariane en Suisse. Voilà, c'est la première. Donc là, nous parlons d'actualité. Voilà, c'est depuis 2005, si mon souvenir est bon. Avant, non. Avant, elles étaient exclues de la propriété des parts, ainsi que bien sûr de la direction. Mais elles ont fait quand même beaucoup de choses. Elles ont peut-être influencé certaines décisions des hommes. Et puis il y a eu des baronnes de Rothschild pour le moins étonnantes. Quand même Noémie qui a fondé Megève. Parlez-nous de Myriam par exemple. En fait, il y en a. On s'imagine que les femmes n'ont pas leur mot à dire. C'est vrai qu'en finance, elles n'avaient pas leur mot à dire depuis Ariane. Mais vous avez tout eu. Vous avez eu des femmes rebelles. Il y en a qui ont épousé des chrétiens et qui se sont convertis, ce qui a fait un épouvantable scandale dans la famille. On cite une des plus connues, c'était Marguerite, qui était de la branche de Francfort et qui avait épousé le duc de Gramont, un jeune duc de Gramont. Et son père s'est tellement étouffé de rage qu'il l'a déshéritée et qu'il a fallu attendre que le père meure pour qu'elle soit réintroduite dans ses droits. Donc vous avez des rebelles, vous avez effectivement des scientifiques. Myriam est une femme tout à fait étonnante puisque c'est une spécialiste mondiale de la puce. C'est incroyable que cela puisse paraître. C'est elle qui a décrit de manière très détaillée le mécanisme de la reproduction de la puce et du saut de la puce. Il faut quand même le faire. C'était une femme athée qui ne buvait pas d'alcool, qui défendait l'homosexualité. Dans l'Angleterre des années 1880, c'était à haut risque puisque c'était un délit. Qui ne mangeait pas de viande. Enfin, c'est une personnalité surprenante. Il y a eu des femmes qui ont... Et la baronne du jazz, par exemple. Alors, elle aussi, elle est une originale. Elle était... oui, c'est Pannonica. Oui. Pannonica est une personnage surprenante. Elle était mariée à un diplomate. Elle a été expédiée à New York, expédiée avec son mari. Et là, elle s'est prise de passion pour le jazz américain, noir américain. Et elle recevait dans sa chambre d'hôtel, pour des petits concerts privés, dans des hôtels de New York, des jazzmen noirs américains, afro-américains. Et ça, c'est un scandale épouvantable. Elle a été virée de l'hôtel. Ses parents là encore, ont fini par la déshériter parce que ça ne se faisait pas. Donc, vous avez des personnalités très attachantes dans cette famille, qui ont beaucoup de caractère. Il y a les pièces rapportées, si je puis dire. Je pense à Liliane de Rothschild, l'épouse du baron Élie, qui était une figure extraordinaire, que je cite souvent à ce micro parce qu'elle était passionnée par Marie-Antoinette. À ma connaissance, peut-être la plus grande connaisseuse et spécialiste de Marie-Antoinette qui m'ait été donné de rencontrer. On pense à Nadine de Rothschild, que connaît bien le grand public, évidemment. Ça, ce sont des épouses Rothschild, bien sûr. Ce sont des épouses Rothschild. Nadine, c'est effectivement Megève, entre autres. C'est Megève qui a été vraiment sa création. Et après Noémie, qui avait joué un rôle très important dans ce registre. Alors moi, j'ai eu la chance de connaître un peu Guy de Rothschild, je disais le baron Élie, Éric de Rothschild à la tête du château Laffitte Rothschild à Bordeaux. Il y a quand même toujours chez tous ces grands messieurs une espèce d'élégance particulière, un mélange de simplicité et de réserve à la fois. C'est assez étonnant, cette façon qu'ils ont notamment de venir au dîner avec le smoking très particulier Rothschild, là, en velours vert ou rouge. Il y a un côté très aristocratique. C'est ça, voilà. Qui quelque part, c'est les codes qu'ils ont adoptés dès les fils de Meyer Amschel, dans un monde qui était aristocratique. Donc ils en avaient la tenue, ils en avaient l'éducation, ils en avaient les passions. Ils en ont toujours, je crois qu'on peut en parler au présent. Tout à fait. Et Guy de Rothschild est effectivement très caractéristique. Et un goût très prononcé pour les arts et pour l'architecture. Il y a un style Rothschild, on dit ça parce que dans le monde des arts décoratifs notamment, on dit ça c'est très Rothschild. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce style? Je pense que si on parle de flamboyance, vous regardez les propriétés, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite. Waddesdon Manor par exemple en Angleterre. Ce sont des propriétés tout à fait démesurées, même Ferrières en France. Ferrières, alors on va en parler de Ferrières dans un instant avec Lorena Martin. Ce sont effectivement des propriétés énormes qui ont été signées par des grands architectes comme Joseph Paxton avec
avec en plus des réceptions qui ont toujours fait les gorges chaudes ou la chronique. Oui, c'est-à-dire que les fêtes Rothschild sont quelque chose quand même. Les fêtes Rothschild sont quelque chose, et ça depuis James, enfin en tout cas à Paris depuis James, donc depuis les années 1820, où lui avait Antonin Carême comme cuisinier, le célèbre Antonin Carême. C'est lui qui a acclimaté par exemple la soupe de tortue, qui a fait fureur dans les années 1820-1830 à Paris. James Rothschild par exemple donnait un bal chaque semaine et 5 dîners. Et puis quand 5 dîners, vous n'aviez pas 10 personnes, vous en aviez 60, 70. Grand dîner, bien entendu. Grand dîner avec de la vaisselle d'or, avec du personnel. On se rappelle, il y a quelques années seulement, les avions entiers qu'affrétait Philippine de Rothschild pour les soirées à Mouton. Et c'est ce que faisait auparavant déjà le baron Philippe, son père. Donc il y a cette dimension-là, ce sens de la fête et de la réception. C'est ce que faisait James lorsqu'il affrêtait des trains pour faire venir Napoléon III à Ferrières. Et voyez, finalement. Donc c'est une tradition, une longue tradition de la grande fête. Est-ce que les Rothschild les plus étonnants, on parlait de Walden Manor, on en disait un mot tout à l'heure, sont pas les Anglais? Ils ont un supplément d'excentricité, si je puis dire. Je pense à Walter de Rothschild, par exemple. Walter de Rothschild est un personnage surprenant. C'est un personnage donc qui est resté célibataire, qui était un très grand collectionneur d'insectes et de squelettes d'oiseaux. Il en avait quand même 2 millions. Il faut le faire. Et qui se... Ils ne font rien à moitié. Hein. Oui, non, c'est ça. Et qui se promenait dans les rues de Londres avec un attelage tiré par des zèbres. C'est un personnage aussi, c'est pour vous dire aussi son côté aussi très grand seigneur. Il organisait régulièrement un dîner avec 3 personnes, donc 4 personnes, 2 de ses amis, lui-même et une femme sur lesquelles tous les 3 avaient une vue. Avaient des vues. Et c'était à celui qui offrirait le plus beau cadeau, et on appelait ça le dîner de vénération. Et celui qui offrait le plus beau cadeau, c'était lui qui avait les faveurs de la belle ce soir-là. Vous imaginez que la belle avait tendance à faire monter, bien sûr, les enchères. Oui. C'est de bonne guerre. Donc c'était un personnage vraiment tout à fait excentrique, c'est de l'excentricité. Alors ces excentricités, ces flamboyances, c'est ce que le grand public et c'est ce que aussi les initiés retiennent bien sûr des Rothschild avec leur immense collection d'art, qui a fait l'objet d'ailleurs assez récemment d'un très beau coffret, une sorte d'inventaire général de toutes les grandes collections Rothschild dans tous les domaines, que ce soit la peinture, la sculpture, la gravure, les bronzes, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La forêt, elle est bancaire quand même, ne l'oublions pas. La forêt est bancaire. Il y a un moteur dans cette famille. Oui, le moteur, il y a d'énormes flux d'argent, bien entendu. Mais le premier à collectionner, c'est intéressant, c'est James. C'est le premier collectionneur, c'est le chef de la Maison française, le fondateur de la Maison française. Sa fille Charlotte a été une très grande collectionneuse. Vous avez rappelé qu'il avait collectionné de tout. Bon, on a parlé des œufs de poisson, des œufs et des squelettes d'oiseaux. Vous avez aussi une femme. Des œufs de poisson sous forme de caviar aussi, oui, sans doute. Oui. Une des femmes, je n'ai plus son, je crois que c'est Anna aussi de la branche anglaise, a été une principale collectionneuse d'Angleterre d'armes et d'armures. Vous voyez, c'est quand même assez surprenant. Donc, effectivement, ils allaient très loin dans les collections. Des gens qui vont en gros très loin dans tous les domaines. Dans un instant, avec Clémentine, nous allons voir ce que les Rothschild ont apporté au domaine viticole. C'est très important. On va aller visiter 2 de leurs propriétés. Elles sont bordelaises, médocaines, très célèbres. D'ailleurs, elles sont à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau l'une de l'autre. C'est Lafite Rothschild et Mouton Rothschild, 2 grands crus classés du Médoc. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la famille Rothschild cet après-midi sur Europe 1. Alors même si les Rothschild ont marqué l'Europe et le monde entier, eh bien aujourd'hui nous allons sur les pas de cette famille en France et dans le Bordelais avec Clémentine Portier-Kaltenbach qui est chroniqueuse d'histoire que vous retrouvez dans Femme Actuelle Jeu. Dans Femme Actuelle Jeu, bien entendu. Alors Clémentine, vous êtes allée vous promener. C'est moi qui rentre du Médoc et c'est... Tout à fait. J'ai pris mon attelage de zèbre, naturellement, et je suis allée jusqu'à Lafite et Mouton Rothschild. Alors, Lafite Rothschild est un premier grand cru classé, depuis 1855, alors que Mouton Rothschild a bénéficié d'un cas absolument unique dans l'histoire du vignoble, puisque c'est le seul à avoir été surclassé, si je puis dire. Surclassé en 1973, voilà. Avec la contribution généreuse de Jacques Chirac, qui était alors ministre de l'Agriculture, et qui a signé le décret qui a permis à Mouton Rothschild de devenir un premier grand cru. Un mot de Lafite peut-être, et de son célèbre chai, bien entendu. Écoutez, oui, comme nous avons peu de temps, en tout cas à Lafite, il faut aller voir absolument la grande curiosité architecturale du Bordelais, c'est-à-dire le chai, en fait, ce chai de Ricardo Bofill. Il faut s'imaginer une sorte 1988. Une sorte de galerie souterraine. Vous y avez été cet été, Franck. Imaginez une galerie souterraine ou un train fantôme illuminé au plafond par des suspensions néo-gothiques, un peu dans un style troubadour, qui donne une lumière assez légère, si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle la réserve précieuse
précieuses du château Lafite Rothschild. Et dans ces bouteilles précieuses, sous la poussière, il y a là, ça fait rêver, des bouteilles de 1797. Et vous prenez ensuite un couloir, vous débouchez dans le chai, et là, vous tombez sur une salle octogonale. On est entre la cathédrale futuriste et le garage pour vaisseau spatial de la guerre des étoiles. C'est absolument extraordinaire, une structure de béton gris soutenue par de gigantesques colonnes. Et là, autour de vous, 2500 barriques de chêne qui sont soigneusement disposées. Oui, alors là, en rond, comme ça, en cercle, c'est sublime. incroyable. Là, il suffit de se munir d'un bon verre et c'est parti. Éric de Rothschild avait d'ailleurs organisé, c'était en 2009, un des dîners des grands crus classés à l'intérieur de ce chai de Ricard de Beaufil. Il y a des dîners aux chandelles, alors que vraiment, c'est plutôt une inspiration entre la guerre des étoiles et la cathédrale gothique. Cela dit, là j'en reviens effectivement du Médoc et j'ai vu depuis encore d'autres chais là, qui viennent de se construire, notamment celui de Montrose, chez les Bouygues, qui est tout simplement invraisemblable, de véritable cathédrale du vin. Hein. Enfin bon, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ça c'est pour Lafite Rothschild, avec évidemment aux couleurs jaunes de la maison, jaune et bleu de la maison, et puis Mouton Rothschild. Alors là, ça c'était le domaine du baron Philippe. C'est lui la figure, hein, bien sûr. C'est lui la grande figure, parce que c'est lui qui a véritablement révolutionné la maison. C'est lui qui a eu l'idée de pratiquer l'embouteillage au château, ce qui à l'époque a fait un véritable scandale dans le monde du vin. Parce qu'avant, c'était les négociants qui s'en chargeaient. Bien sûr, et qui se servaient allègrement au passage. C'est aussi le baron Philippe qui a eu l'idée de créer les premières étiquettes personnalisées, qui font la réputation. Qui confie à de très grands artistes. Bien sûr. C'est également lui qui crée le Grand Chai, ce Grand Chai incroyable, créé en 26, qui fait 100 mètres de long, dont il confie la réalisation à Charles Siclis, un architecte de théâtre. Donc il y a là un éclairage absolument théâtral, il y a 1000 fûts de chêne. À l'époque, ça a été une révolution, ce chai. Donc vraiment, Philippe de Rothschild a révolutionné la maison. Et puisque vous parlez de théâtre, c'est sa fille Philippine qui a pris le relais. Je disais qu'elle nous a quittés l'année dernière. C'est la grande dame du vin, Philippine de Rothschild, à la fois comédienne et vigneronne, si je puis dire, et surtout grande ambassadrice des vins de Bordeaux. Hein. Et elle a fait réaliser le cuvier qui attire davantage l'attention aujourd'hui, cette espèce de cuvier en bois et acier qui a été imaginé par un designer, Richard Peduzzi. Richard, on dirait une sorte d'ailleurs est un décorateur de théâtre. Hein, bien sûr, il a fait des décors pour Bayreuth et pour la Scala de Milan. Et ce cuvier, on dirait une sorte de théâtre antique, ça évoque les entrailles d'un navire. Et alors ce qui est tout à fait incroyable, c'est que pendant les vendanges, on déplace tout simplement les parois pour apporter délicatement le raisin jusqu'aux cuves et aux bacs. Enfin, c'est insensé et vraiment cette propriété est sublime parce que il y a ces grands moutons, petits moutons, ces espèces d'immenses bâtiments. Ce mot mouton d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'animal. Mouton, ça vient d'un mot local qui désigne la motte en fait, comme une sorte de mamelon de terre. Donc ça n'a rien à voir avec l'animal, le mouton, mais tout de même dans le musée du vin dans l'art qu'on trouve à l'intérieur de la propriété, un musée qui a été inauguré en 62 par André Malraux. Un des trophées est une pièce d'argenterie allemande de la fin du XVIe siècle, qui est un petit mouton doré. Donc effectivement, et sur les étiquettes, on voit aussi que le mouton, le bélier, a beaucoup inspiré les artistes naturellement. C'est la raison pour laquelle j'étais moi dans le Médoc, c'est que nous allons rééditer une version complètement refaite, remaniée de fond en comble du livre qui était paru pour le 150e anniversaire des Grands Crus. On est en train de préparer ça chez Flammarion. Je vous préviendrai quand ça sortira, mais c'est assez spectaculaire ce que j'ai pu découvrir dans le Médoc et dans le Sauternais. Ah oui, je n'ai pas arrêté pour tout vous dire. Vous voyez mon teint bien... Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Merci comme on disait Clémentine, on n'est jamais trahi que par les siens. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et voici Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors, vous nous emmenez, vous, dans une des grandes maisons Rothschild, le château de Ferrières. Cette fois, on remonte, là, on n'est plus dans le Bordelais, on est en Seine-et-Marne, nous rapprochons dans le 77. de Paris. Pas très loin de comment dit-on, de Walt Disney, là, comment dit-on De Marne-la-Vallée. Oui, enfin, Disneyland. De Disneyland Paris. Oui. De Disneyland Paris, voilà. Oui. C'est le château de Ferrières, en fait, qui est considéré aujourd'hui comme le château français le plus luxueux du 19e siècle. Et j'ai eu un véritable coup
coup de cœur pour ce château, avec ses façades de style néo-renaissance, son parc qui est réputé parmi les plus beaux jardins à l'anglaise. Très anglais dans Très, un très pays, beau dans un terroir français, en fait. Exactement, avec plus de 100 hectares. Donc c'est un château qui avait été construit pour James et Betty Rothschild par Joseph Paxton, comme vous l'aviez dit. Et c'est notamment dans ce salon des tapisseries que l'entrevue de Ferrières eut lieu entre Bismarck et Jules Favre, donc à la suite du désastre de Sedan en 1870. Et ce château, en fait, appartient à la ville de Ferrières-en-Brie aujourd'hui. Et c'est le groupe Axelis qui en a un bail pour 50 ans et qui a décidé de créer une école de l'excellence à la française, hôtellerie, gastronomie nous y voilà. et luxe. Et avouez que Je me disais, mais pourquoi nous emmène-t-elle à Ferrières? Et avouez que les étudiants sont plutôt bien lotis et cela m'a même donné envie moi-même de me remettre aux études et de rejoindre ces 200 étudiants de l'école. Et vous avez, en fait, le château est fermé au public. Elle est en train de nous dire qu'elle va changer de métier. Restez avec nous, Lorena. On ira se balader à Ferrières si vous voulez. Le château, en fait, n'est malheureusement pas ouvert au public. En revanche, lors d'événements privés, d'entreprises ou pour des anniversaires ou autres, ou pour les clients des 2 restaurants, puisqu'ils ont 2 restaurants, vous pouvez visiter, enfin, vous promener dans les jardins. Et donc, ils ont 2 restaurants. Le Baron, bien sûr, en référence au Baron James de Rothschild, qui est sublime, avec notamment ses salons blancs, très, très élégants, un salon synagogue aussi, qui était l'ancienne synagogue. Ce Baron. Alors, j'ai mis quelques mets de côté, notamment le homard rôti à l'huile de basilic, cube de chutney à la tomate et courgettes éventail. Et donc, en fait, le chef exécutif, c'est Patrick Juel, qui est meilleur ouvrier de France, et Ludovic Petit, qui nous vient du Georges V. Eh bien, en effet, donc de bonnes références. Et l'autre, c'est un bistrot plutôt qui s'appelle le Chez, en fait. C'est un bistrot, en fait, bistrot gastronomique quand même, et qui s'appelle le Chez. Et donc, en fait, il est situé à l'extérieur du château. C'était les anciennes cuisines de la baronne. Et comme elle détestait, en fait, les odeurs de cuisine, il y avait des sortes de souterrains qui conduisaient aux cuisines. Merci beaucoup, Lorena Martin. On aurait pu parler, pour évoquer aussi la splendeur des Rothschild, du château de Montvillargennes, qui lui se trouve à côté de Chantilly. Oui, et qui est devenu un hôtel 4 étoiles, tout à fait, situé au cœur de la forêt de Chantilly. Spectaculaire. Très spectaculaire, de style anglo-normand, construit au siècle dernier dans un parc de 6 hectares. Demain, chère Anissa, nous partirons avec Jean-Christophe Ruffin sur les traces du roi Zibeline. Voilà un beau voyage pour ces vacances de Noël. À demain, 14h sur Europe 1.